La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue à bord, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez peut-être, ces interviews je les réalise dans différents endroits et aujourd'hui, je suis dans le cockpit d'un Boeing 707. C'est un Boeing qui a volé sous les couleurs de la Sabena entre 1959 et 1981. Il a à son actif plus de 64 000 heures de vol et vous pouvez le visiter ce Boeing 707 au stand Sabena du musée de l'air de Bruxelles installé au cinquantenaire. Sabena, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne. Comme invité aujourd'hui, comme personne que vous allez découvrir, c'est Janine Martini. Pendant 25 ans, elle a travaillé comme hôtesse de l'air au sein justement de la Sabena. Mais avant d'aller plus loin, Janine, dites-nous un petit peu, une hôtesse de l'air, c'est quoi exactement ? C'est quelqu'un qui va vers les autres et qui a l'habitude de rendre un vol le plus confortable possible et de toute façon qui doit être à même de pouvoir régler tous les problèmes qui peuvent arriver pendant un vol. Comme par exemple le feu à bord, les alertes à la bombe, les passagers qui sont malades, ça peut être simplement le mal de l'air, jusqu'à une crise cardiaque. Donc on doit être prêt à faire les massages cardiaques, la réanimation. On a une formation pour les faire des accouchements. Comment s'occuper d'un passager qui décède à bord également. Donc c'est ça, parce qu'une hôtesse de l'air peut donner des repas pour le confort des passagers, comme dans toutes les autres compagnies, comme c'est l'air de repas. Mais ce n'est pas son rôle premier. Le rôle premier, c'est la sécurité et l'accueil des passagers pour qu'ils aient un vol confortable en toute sécurité. Donc dans la formation que vous avez reçue en tant qu'hôtesse de l'air à la Sabena, ce n'était pas seulement accueillir le passager, comme vous dites, et servir le repas. En dehors des autres choses que vous avez énumérées, qu'est-ce que vous avez appris en fait pendant votre formation ? Mais pendant notre formation, c'était surtout aussi l'ouverture d'esprit, la tolérance, parce qu'il ne faut pas oublier que nous recevons à bord les gens du monde entier, avec leurs habitudes, les gens qui n'ont pas l'habitude de voyager, qui sont paniqués, qui nous disent en montant à bord, on a peur de l'avion, donc on doit pouvoir les calmer, s'en occuper, on doit avoir quand même le côté psychologique et pour tempérer les angoisses des gens, surtout c'est ça qui est aussi très important dans notre métier. Parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous êtes devenue hôtesse de la Sabena ? Mais tout simplement, fin 68, j'avais vu une annonce pour... ils faisaient des engagements donc pour du personnel navigant à la Sabena. Avant cela, j'étais secrétaire en médecine à Louvain, dans un service d'orthopédie. Et disons que c'était un laboratoire de recherche, il n'y avait pas beaucoup de mouvement et j'avais besoin de bouger. Donc je me suis inscrite, j'ai posé ma candidature. Et les premiers examens, c'est d'abord les tests psychotechniques. Ensuite, quelques temps après, il y a l'interview devant un jury. On est seul devant un jury, donc il vous interroge en plusieurs langues. Ensuite, on passe le médical, qui est un médical très très pointu, très poussé. Et après, moi j'ai connu 9 semaines de cours, fin 68. Donc d'abord 6 semaines au point de vue des repas, pour les allergies, etc., le protocole, et 3 semaines de sécurité. Donc tout ce qui est justement la sécurité à bord, les accouchements, comme je viens d'expliquer, les décès, toutes les maladies possibles, les accidents qui peuvent arriver à bord, le feu, les alertes à la bombe, etc. On a une formation annuelle, très rigoureuse. Quel genre d'ambiance régnait à la Sabena ? Mais je dois dire que la Sabena a toujours été une grande famille. Peu importe qu'on soit francophone, qu'on soit flamand, tout le monde s'entendait très très bien. Il y avait une grande ouverture d'esprit et ça reste une grande famille actuellement. Parce que même après la faillite, quelqu'un a un problème, on est là. Donc on est très très liés et ça reste encore. On a un spirit aviation qui est vraiment inoubliable et qui est indélébile et je crois que c'est assez incomparable.
Alors, est-ce que le fait de travailler à la Sabena, c'était un peu comme aujourd'hui on va travailler chez Disney, c'était quelque chose, une sorte de rêve à votre époque? Est-ce que beaucoup de gens rêvaient de travailler à la Sabena? Je crois que beaucoup de gens rêvaient de travailler à la Sabena, en effet, pour découvrir le monde, dire faire le clown à bord comme Disney. Pas tout à fait, bien qu'il y avait des moments de fou rire en cabine avec les passagers. Il y avait parfois des moments vraiment, on se marrait bien, franchement, parce qu'on était très relax et qu'il y avait des passagers avec lesquels on avait des contacts, mais extraordinaires, bien sûr. Alors parlez-nous un petit peu d'une sorte de journée type de l'hôtesse. Donc vous partiez le matin pour un vol qui pouvait être n'importe lequel. Là on parlait d'aller jusqu'en Afrique ou en Asie. Comment ça se passait? Quelles étaient les choses que vous deviez faire par exemple avant le vol, pendant le vol et après? Je vais d'abord parler de l'Europe. Donc le secteur européen, c'est tout ce qui est Europe et le bassin méditerranéen. Le vol le plus long en caravelle, à l'époque où j'ai commencé, était Bruxelles, Vienne, Istanbul, Téhéran. Ça, c'était le vol le plus long. Et on avait naturellement notre repos à Téhéran. Mais sur l'Europe, c'était une carrière, disons, qui était assez fatigante. Parce qu'on pouvait faire 2000 ans le même jour, le lendemain 2 fois Zurich, le jour après Bruxelles, Lisbonne, Casablanca, Casa, Bruxelles, le jour après Bruxelles, Copenhague, Stockholm, Copenhague, Bruxelles. Et cela pendant 11 jours non-stop. Je dois dire que le dernier vol, on était sur les rotules. Là, on avait 4 jours de repos, mais ça ne suffisait pas à récupérer. Donc, les voyages européens sont très, très fatigants, surtout qu'on peut faire quand même 12h30 de prestations en tout. Donc, avant de monter à bord, il y a le comptoir signature, il y a une grande feuille où on signe pour la présence. Et là, on a toutes les informations, le nom du cockpit, le nom du chef de cabine, la destination, le numéro de vol, l'immatriculation de l'avion et sa position où il se trouve sur le tarmac pour qu'on puisse savoir où il est pour pouvoir embarquer. Et pendant le vol, ça se passait comment? Mais pendant le vol, donc il y a d'abord l'accueil des passagers à peu près 20 minutes avant le décollage. Et alors après le vol, c'est sur l'Europe, c'était encore à l'époque des repas froids sur Milan, repas chauds sur Rome, 1h40 de vol. Sur Nice, on donnait des omelettes aux passagers en caravelle. Je crois que c'est plus tellement le cas maintenant. Et il y avait sur Casablanca, c'était les repas chauds avec 2 choix, etc. C'était vraiment... Et c'était très très bon. Sur long courrier, on est toujours là, donc 1 heure à l'avance. Après le décollage, c'est que ce soit en first class, il y a la business aussi, économie, c'est apéritif, zakouski. Il y a l'entrée, il y a le repas chaud en première classe, donc je parle de la première classe. Après, il y a le fromage, il y a les mignardises, il y a les gâteaux, il y a le café, pause café. Donc ça dure assez longtemps. Et une fois que c'est terminé, on passe le film. Après le film, il y a encore un service à donner avant d'arriver à destination. Sur l'Europe, c'était plus simple, bien sûr. En first class, c'était un très beau service aussi, plus réduit que sur long courrier. Et en économie, ils avaient le choix entre 2 repas chauds, quand c'était un vol qui dépassait 1h40, comme Rome, par exemple. Est-ce qu'avec une carrière pareille, c'était facile ou difficile de balancer la vie professionnelle et la vie personnelle? Mais disons que pour la vie personnelle, la plupart du temps, on avait soit 2 jours de repos. Sur long courrier, c'est parfois 3 ou 4 à Bruxelles. En escale, comme New York, on avait parfois 22 heures de repos ou 48 heures. Sur Abidjan et Dakar, comme il y a 2 fréquences par semaine, on avait soit 3 et 4 jours de repos sur place. Mais pour la vie de famille, là, c'était souvent les parents qui s'occupaient des enfants. Mais comme je vous dis, j'ai travaillé en médecine avant la Sabena, et il y avait des chirurgiens qui ne voyaient pas leurs enfants de toute la semaine. Ils partaient tôt le matin, ils rentraient tard le soir. Les enfants étaient déjà couchés. Il ne faut pas oublier les infirmières qui travaillent la nuit. Il y a tellement de services qui travaillent également la nuit. Dans les transports, les trains, les trams, les bateaux, bien sûr. Donc il faut pouvoir organiser tout ça. Lors de tous ces vols, vous avez dû rencontrer quand même beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué spécialement? J'ai fait un vol royal, ça devait être en 73. Donc c'est avec le roi Baudouin et la reine Fabiola.
Et on allait en Yougoslavie. Donc c'était le lundi, on partait en caravelle. Eux, ils étaient en première classe, où tout avait été ménagé avec tout le confort possible pour eux. Et en tant que jeune hôtesse, je travaillais à l'arrière, donc en économie. Et là, il y avait tous les ministres qui accompagnaient. Donc il y avait 70 places en caravelle, en économie. Et là, je dois dire que c'était un peu le Stam Café. Waouh, c'était l'ambiance. Ils s'amusaient comme des gosses, quoi. Alors, on est arrivé en Yougoslavie, là, ils ont débarqué, et nous, on est revenus à vide. Le samedi, on repartait à vide, et puis on allait rechercher le roi Baudouin, la reine Fabiola, et de nouveau avec les ministres pour rentrer sur Bruxelles. Ça, c'était un vol, disons, qui est assez marquant, en effet. Le roi Baudouin, charmant, la reine Fabiola, il n'avait pas trop l'avion, à mon avis. Non, ça, c'était... Et alors les passagers, parce que vous avez rencontré quand même un certain nombre de passagers un petit peu spéciaux. Pour moi, la meilleure clientèle à mon époque était les Japonais. Ils étaient d'une discipline, très polis, etc. C'était génial. Je ne vais pas parler d'autres passagers horribles, certaines nationalités, mais je ne vais pas les citer parce que ça va faire une guerre mondiale. Mais non, on a fait des rencontres géniales. Naturellement, on doit pouvoir gérer les gens qui paniquent à bord, qui font des crises d'hystérie, les enfants qui croient que l'avion est une plaine de jeux et pour faire le service, c'est pas toujours évident. Les gens ont des habitudes et ce qui est dommage, c'est que dans certaines populations, ils n'ont pas la patience de débarrasser tout de suite. Alors ils jettent tout par terre. Et quand on arrive à Bruxelles, c'est une poubelle. Alors je m'excusais auprès du service de nettoyage parce que cet avion était une véritable poubelle. Je ne dirais pas quel genre de population c'était. Et vous avez aussi dû gérer quelqu'un, allez, on peut dire une sorte d'Indiana Jones. Mais j'ai eu à bord sur un Lomé-Bruxelles un passager qui était assis en business class et qui ressemblait vraiment aux tenues Indiana Jones, etc. J'avais un doute en me disant il est vraiment en business, donc j'ai fait un petit contrôle des billets des passagers et en effet il était en business class. À côté de lui, un homme d'affaires, très bien, qui me dit « Miss, can I say you something? He has a snake in his pocket. » J'ai dit « un serpent dans son pantalon. » Je dis « Are you sure? He has a snake in his pocket. » Je vais chez le commandant pour dire qu'il y a un passager qui a un serpent dans son pantalon. Naturellement, j'ai eu un petit coup de plaisanterie de la part du commandant qui a bien rigolé. Et puis on a demandé au passager de venir dans la cuisine et en effet, il a sorti un bébé boa de sa poche. Le bébé boa devait mesurer à peu près 1 mètre et le type voulait le passer donc sans démarche administrative officielle. Et on a demandé au représentant Sabena du sol de venir à bord. On a pris un sac plastique, on a mis le serpent le bébé boa dans le sac plastique et puis il est parti dans la nature, donc on le met dans la jungle. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs avec d'autres passagers peut-être ? Disons crise cardiaque, oui, où il faut absolument agir tout de suite. Donc on est prêt pour faire des massages cardiaques, on donne de l'oxygène et puis voilà, prêt pour faire des crises cardiaques. Également une dame qui a failli accoucher parce que les dames africaines ont parfois des certificats médicaux à rallonge et bon, elle n'a pas accouché à bord. Nous avons eu pendant ma carrière 2 naissances à bord. Je n'étais pas à bord, mais bon, mes collègues ont la formation pour faire tout ce qu'il faut. Et alors, à la Sabena, quand un enfant, un bébé naissait à bord, les parents pouvaient choisir pour leur nom à eux, leur nationalité à eux, la nationalité du pays qui survolait ou la nationalité de l'avion dans lequel le bébé était né. Et il avait des billets gratuits toute sa vie sur la Sabena. Est-ce que les hôtesses de la Sabena n'étaient pas un petit peu une sorte d'idéal féminin pour certains hommes ? Oh, je suppose que oui. Il y a toujours l'image, le fantasme de l'hôtesse de l'air, bien sûr. Mais écoutez, je trouve qu'on avait des cours avec des chefs hôtesses, des instructrices, on avait une discipline très forte à l'époque. Donc, elles faisaient de nous des dames. Moi, je rends hommage à une dame qui est extraordinaire, qui était Amanda Stassar, on appelle Mouchka Stassar, qui a été une héroïne pendant la guerre. Elle a été donc
dans un service qui faisait passer les parachutistes tombés en zone occupée. Elle les faisait passer donc de l'autre côté de la frontière pour les sauver. Donc elle a fait partie de la résistance. Et après la guerre, elle est devenue hôtesse de l'air à La Sabena. C'était une personnalité extraordinaire que tout le monde admirait. Elle a fait de nous vraiment des dames. Et elle était vraiment merveilleuse. Elle est morte il y a environ 4-5 ans. Elle a connu les camps de concentration, etc. Et elle n'en parlait quasiment jamais. Parce qu'elle avait une telle fierté, une telle discipline, elle avait une allure folle. Et elle ne voulait pas tellement parler de ça. Mais vraiment une dame extraordinaire. Et puis, malheureusement, un jour, vient la fin de votre carrière. Oui. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Mais disons que moi, je n'ai pas connu la faillite. Malheureusement, ça a été un drame épouvantable en 2001. Il faut compter plus de 12 000 personnes qui ont perdu leur job du jour au lendemain. Et puis, il y a quand même tous les bureaux à l'étranger, avec tous les fournisseurs qui fournissaient les tapis plats, les pneus pour les avions, etc. Il faut compter 17 000 personnes. Donc ça, c'était vraiment l'horreur. Mais ça a une répercussion sur tout le pays. Parce que vous savez, avec moins de 1 000 euros par mois, tout ce qui est les loyers, les magasins, tout ça, ils ont été habités chez papa-maman. Il y a eu plus de 300 maisons qui ont été mises en vente, parce qu'il n'y a plus moyen de les payer. Maintenant, toute faillite est un désastre. De toute façon, c'est un drame humain. Mais là, 17 000 personnes, c'est un tsunami, c'est l'horreur. Et le métier d'hôtesse de l'air, vous pensez que c'est un métier qui a évolué positivement ou négativement ? Je ne sais pas. Vous savez, après la Sabena, c'est SN Brussels qui a repris forme sur les cendres de la Sabena. Donc, autrement, il y avait nettement moins de personnel qu'à la Sabena. Je ne sais pas comment étaient les services Europe ou Long-Courrier, puisque là, je n'ai pas été au courant. J'ai entendu dire que c'était encore de bons services. Beaucoup de collègues Sabena ont été repris, heureusement, au sol comme navigants. Et les passagers le disaient, on voit bien que vous avez été à la Sabena. Vous avez l'allure, vous avez le service, le contact avec les gens. On était quand même au top des compagnies aériennes mondiales, à tout point de vue. Que ce soit navigants, que ce soit dans le service technique, que ce soit le catering, que ce soit tous les gens qui travaillaient et qui tournaient autour de la Sabena, qui faisaient vivre la Sabena. Je veux dire qu'on était franchement, sans vouloir lancer des fleurs, on était quand même au top. Et je les remercie encore aujourd'hui. Les compagnies low cost, vous en pensez quoi ? Les compagnies low cost, ça permet aux gens de voyager à moindre frais. Mais quand on voit le billet d'avion à le premier prix et tout ce qui s'ajoute au fur et à mesure, il faut payer le petit bagage en cabine, il faut payer ceci, cela, finalement, ça revient quasiment au prix d'un vol régulier. Et sur les vols réguliers, si jamais vous perdez votre bagage, au moins il y a un service ensuite. Tandis que low cost, là, j'ai de fameux doutes. Et quand vous voyagez, que vous êtes dans un avion, les hôtesses de l'air, vous les regardez comme une voyageuse ou bien comme une hôtesse de l'air ? Je la regarde surtout comme une hôtesse de l'air. Mais ayant fait 25 ans de carrière en faisant des kilomètres dans la cabine et en bougeant tout le temps, qu'est-ce que je comprends les passagers qui restent coincés dans un siège pendant des heures. Oh là là, quelle horreur. Mais j'observe beaucoup, en effet. Les hôtesses de l'air, le service, comment elles agissent, etc. Donc, oui. Et en fait, la Sabena, vous la faites un peu revivre tous les mardis. Vous êtes là, ici, au musée de l'air. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Mais après la faillite, en 2001, vers 2002-2003, j'ai appris que le musée de l'air avait besoin de bénévoles pour rénover le stand Sabena. Et le stand Sabena a donc cette partie du Boeing 707 qui a volé de 59 à 81, qui avait 189 passagers, qui a fait le monde entier, sauf l'Australie. Le record de passagers à bord en 1960, lors du pont aérien, dans cet avion-ci, avec le commandant Jaspé, a été de 303 passagers. Il fallait sauver des vies. Donc, il n'y a quasiment pas de bagages, bien sûr. Mais donc je suis venue ici au stand Sabena et comme hôtesse de l'air, on m'a dit voilà, tu t'occupes surtout des uniformes. Donc j'étais à la recherche d'uniformes
pour les mettre sur les mannequins qui sont maintenant en vitrine ici, mais ça a été très difficile parce qu'il n'y a plus d'adresse. Comment trouver des collègues? Et la plupart du temps, après la faillite, les collègues avaient jeté leur uniforme par désespoir ou donné. Donc j'ai fait des centaines de kilomètres en Belgique. On m'a dit, tiens, va un peu voir là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va donner un uniforme, peut-être là. Et bon, je n'ai pas tous les uniformes, j'en ai qu'une partie. Et si jamais des collègues pouvaient encore, par ce contact, donner certains uniformes ici au musée de l'Air, j'en serais ravie parce que la collection n'est pas complète. La même chose pour les objets de la Sabena. Si des personnes ont encore des objets ou des affiches ou tout ce qui concerne la Sabena, ils peuvent s'adresser au musée de l'Air ici. Pas au musée de l'Air, parce que s'ils disent le musée de l'Air, les objets partent au musée d'art et d'histoire. Et là, c'est terminé, c'est enregistré et nous, on n'y a pas droit. Je ne peux pas les avoir. Quand j'ai quitté la Sabena en 1994 lors de la restructuration, ils jetaient tous les gens de 50 ans. J'ai amené tous mes uniformes ici, depuis 69, donc 25 ans de carrière. Et je les ai apportés ici, donc dans le Grand Hall de l'Aviation, au bureau au premier étage. C'était en 1994. Et en 2002 environ, quand on m'a dit « Tiens, Janine, essaie de trouver des uniformes », j'étais au musée d'art et d'histoire. On m'a dit « Non, ils sont au musée d'art et d'histoire ». Ah bon? Donc j'ai été voir la responsable des uniformes. Elle m'a dit « Ah non, madame, c'est enregistré, c'est fini, ça ne peut pas sortir ». J'ai dit « Mais vous les avez tous en 4-5 exemplaires ». Impossible, je n'ai pas pu en avoir un seul, pas une pièce, rien. Donc c'est comme ça que j'ai dû faire des centaines de kilomètres en Belgique pour trouver les quelques uniformes qui sont au stand Sabena. Une dernière question, si parmi certains de nos auditeurs, des personnes souhaiteraient devenir hôtes ou hôtesses de l'air, puisqu'il y a aussi des hommes qui peuvent faire le métier, vous leur diriez vas-y fonce ou bien non, c'est pas vraiment un métier que je conseille? C'est plus ça du tout. Quand j'entends encore les contacts que j'ai avec certains qui volent dans certaines compagnies, ils ont retrouvé du boulot, tant mieux, mais c'est beaucoup plus dur. Le passager a fort changé, beaucoup plus exigeant, même s'il me paye très peu. L'éducation des gens a fort changé. La politesse, on se rend compte dans tous les lieux publics, la politesse malheureusement, que ce soit jeune ou moins jeune, l'éducation ne sait plus ça et je ne le conseille plus tellement. On me dirait demain, Janine, tu peux revoler, ma valise est prête. Mais avec la mentalité Sabena, mes collègues Sabena et l'époque Sabena. Mais tout ça a changé et malheureusement pas en positif. Mais je rajoute une chose, c'est que je remercie mes collègues qui, grâce à eux, m'ont fait vivre une carrière de 25 ans extraordinaire. Excusez-moi, ça m'émeut un peu. Je demande qu'une seule chose, c'est les revoir. Vous savez, on a une grande jeunesse d'esprit à la Sabena, Sobelair aussi, parce que j'ai des collègues Sobelair extraordinaires aussi. Et ça nous garde une jeunesse, il y a un spirit qui est vraiment extraordinaire. Et quand on se revoit, même si on ne s'est plus vu depuis 4, 5, 6 ans, on se jette dans les bras, mais on a tellement de choses à se dire, etc. C'est une vie particulière et qui nous lie énormément. Et je remercie tous mes collègues de m'avoir fait vivre une carrière aussi fantastique grâce à eux. Ça y est, c'est fini.